Bonjour à tous, nouveau numéro aujourd'hui de Putsch Live et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le metteur en scène, comédien, artiste engagé Jacques Allaire. Jacques Allaire, bonjour, comment allez-vous? Bah bien, bien, merci. Et vous? Je suis Ça en pleine va? forme, on vous reçoit, je pense que ça va être une mission passionnante, on va parler de culture, on va parler de Covid, on va parler de Ouais, démocratie, déni des libertés publiques, on va aussi mettre en exergue aussi vos pièces, hein, dont une que j'avais vue, ça remonte à un certain temps, La liberté, pourquoi faire, adapté d'un ouais, texte ouais. de Georges Bernanos. On va vraiment parler de tout ça. Jacques Allard, première question, vous ne pouvez pas y couper. Comment vous avez vécu, vous, le Covid et le confinement en tant qu'artiste, hein, artiste engagé et artiste prolixe? Bon, bah, en tant que qu'artiste, comme une dépression, c'est-à-dire l'arrêt brutal, violent de tout et toute chose, le sentiment de l'inutilité complète. En tant qu'être humain, parce que d'abord, pour être un artiste, il faut quand même être un être humain, puis je n'arrive pas à distinguer les deux. L'expérience a été étrangement bénéfique et violente à la fois. J'ai eu droit aux deux, bénéfique parce que je me suis retrouvé confiné en fait dans une forêt, enfin collé à une forêt, et donc alors que je déteste la nature, j'ai dû m'y affronter et en fait je m'y suis plus et j'ai vécu dehors en fait, Ah oui, avec donc dehors, le dehors, quoi. dernier Ouais. dehors à marcher dans la forêt. Oui, parce que vous êtes un artiste plutôt urbain, ou du moins qui aimait le monde et la cavalcade des gens et des humains. Donc ça vous Ouais, a changé finalement, quelque part, Jacques Allaire, ce confinement, on va dire, forestier? ouais, ouais, complètement. Déjà, j'ai relié avec la nature de manière concrète et aussi en termes de ça ramène à notre humanité, c'est-à-dire à pas grand-chose, ou une petite chose dans une totalité, et que comme on vit dans un espace qui est entièrement manufacturé, organisé, structuré, et comme on peut le vivre de manière très radicale et complète quand on est citadin, justement, on est coupé. C'est pas une image. Hein. On est coupé de la nature. Ça ne veut pas dire la nature, je sais pas quoi, au sens. Encore, ça aussi, c'est aussi ça le sens. Mais on est coupé d'une totalité à laquelle on appartient, donc on finit par croire qu'on est nous-mêmes la totalité. Ce qui est comme très dangereux pour des êtres humains de se prendre à ce point-là pour des gens si importants à l'échelle de la nature totale, quoi. Ce qui n'est pas vraiment pas le cas. Et ça, du coup, j'ai pu m'y confronter de manière frontale et après, ça a augmenté des réflexions finalement. Ça n'a pas. Mais je j'ai pas produit. Hein. C'est ce que je vais vous poser. Vous avez écrit finalement, il pourra en sortir un spectacle, une pièce de ce confinement, Jacques Allaire? Non, concrètement, non. Et puis, il y a deux raisons. Enfin, si j'ai pensé, j'ai travaillé, mais voilà, de manière plus calme que d'habitude. Euh, en marchant, quoi. Je pensais en marchant, mais ça n'était pas vraiment productif, comme on pourrait produire un spectacle. Et je n'ai certainement pas cherché à le faire. J'ai tout de suite, au contraire, d'abord subi ça, et physiquement, et psychologiquement, et familialement, comment organiser, comment récupérer un enfant, pas l'autre, enfin comment faire tout ça, quoi. D'abord ça, c'est tout, que ça. Et puis ensuite, c'était le sentiment qu'il fallait s'arrêter, quoi. Et d'ailleurs, je pensais même dangereux de boucher le vide. Et ça m'a, comme tout le monde, j'ai regardé pas mal sur des réseaux, trucs comme ça, mais j'ai regardé plus des choses d'actualité ou des penseurs, on va dire. On va dire, ouais, appelons ça comme ça. En gros, des gens qui produisaient une réflexion. Après, je me méfie énormément de la réflexion immédiate. Euh, voilà, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Soit c'est le métier lui-même de l'analyse du réel, bon, bah, le journalisme, quoi. Ou alors après, c'est les penseurs, mais entre les deux, voilà, c'est quand même médiocre, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est médiocre, quoi. Tous les artistes qui écrivent sur Facebook, mon confinement, tout ça, quoi, s'il te plaît, quoi. Enfin, voilà, Oui, quoi. parce que il C'est y en a peut-être beaucoup que. qui ont fait des concerts live, qui ont donné leur idée, qui ont fait des Non, mais chansons. pourquoi pas? Non, mais ça peut, on peut donner. Non, mais ça peut être chouette de faire. Non, mais c'est bien. Un acte comme ça qui est donné dans la solitude de son confinement, mais qui est un peu offert. Mais ça, ce sont des actes qui restent des actes de partage. Hein. Non, non, c'est toujours beau. Un acte de partage est toujours une belle chose. Enfin, je pense. Bon, je parle du partage réel, hein, pas de mettre ça sur un réseau, même si ça peut passer par un réseau, c'est pas la question. Ça sert à ça, un réseau. Mais non, non, l'autre, c'est la question de moi-même, là. Ça m'a énervé, ça. Le moi-je. Passablement, quoi. Ouais, je supporte pas. Déjà, sur un plateau de théâtre, je trouve ça très ennuyeux. Mais alors, les mêmes sur Facebook, ça fait beaucoup, quoi. Ou sur les réseaux, ça fait beaucoup, quoi. Déjà que c'est pas intéressant sur un plateau, mais alors quand ils le font sur
C'est pathétique, quoi. D'avoir à ce point-là, de croire à ce point-là être le centre du monde et que si on ne parle pas, on attendait qu'une seule chose, c'est que vous pensiez quelque chose, quoi. Mais ces andouilles, ils lisent même pas un article de Jean-Luc Nancy ou de Marion, enfin, je sais pas, quoi. C'est ridicule. Alors, on va parler de sujet grave, on va parler de la culture. Ouais. La culture est durement touchée depuis la crise du Covid, elle l'était déjà avant, mais alors là, c'est vraiment un champ de ruines. D'ailleurs, vous avez posté Ouais. sur votre mur Facebook le monde d'après avec une vision de champ de ruines, une maison Ouais, non, c'est une abandonnée. photo. Je faisais des photos tous les jours. Ouais. C'est tout ce que j'ai Donc, fait. c'était J'ai fait finalement des près de photos la tous les forêt, jours. cette photo-là, le monde d'après. Et on va en parler du C'est- monde En, d'après. en fait, je me suis trouvé dans une situation étrange avec mon petit garçon. Euh, Ma compagne devait travailler pas sur l'ordinateur, quoi. Donc, j'étais beaucoup avec lui. On marchait dans la forêt, quoi. Voilà. Et donc, je me suis trouvé dans cette situation, mais physique, hein, même pas intellectuelle, enfin, étrange comme il n'y a personne. C'est un petit village et la forêt, donc je voyais personne. Enfin, il y avait personne, quoi. Donc, on était seuls. Et donc, la désolation était totale, quoi. Et comme c'est un petit village, et à côté comme ça, des vieilles maisons, tout ça, ça va un côté comme une après-guerre, un peu, quoi. Et, et lui, c'est un petit bébé, enfin, de 2 ans, donc lui, c'est l'inverse. Lui, il découvre le monde, lui. Il apprend le monde. Et donc, j'étais avec un enfant qui est en train d'apprendre le monde, alors que moi, adulte, et l'ensemble des adultes se posaient la question d'un monde qui s'arrête. Euh, Pas un monde qui commence et qui avance, mais un monde qui s'arrête, quoi. Donc une inversion totale Et moi, je ne pouvais pas, avec lui, me soucier de cet arrêt. Enfin, je ne pouvais me soucier que de son éducation, enfin, de l'accompagner dans ses petits pas, dans les bois, parler des arbres avec lui, de la terre. Donc, c'était que ça, quoi. Et en fait, la culture, d'une certaine manière, on n'en a rien à foutre, quoi. Euh, Ça sert à quoi? C'est-à-dire, si c'est juste pour produire de l'occupation permanente, comme la grande fête commerciale à laquelle on a le droit en permanence ou à laquelle on voudrait nous faire croire, si c'est pour avoir dans un lieu, pour une ou deux représentations, pour un théâtre, quand c'est juste peu de représentations, le même nombre de personnes qui vont avoir la totalité des spectacles, donc c'est-à-dire les mêmes gens qui verront la totalité, donc ils ne seront jamais une totalité de gens. Ça continue de dire que plein de gens ne le voient pas, n'y vont pas, n'y ont pas accès. Euh, donc, sur la fabrication, sur le métier lui-même, oui, bien sûr, il y a une catastrophe. Quand une activité s'arrête, bon, bah, il y a une catastrophe, hein, mais j'ai envie de dire, il y a une catastrophe aussi pour les artisans qui ont coulé, qui ferment leurs boutiques. Je vois pas en quoi le monde de la culture serait supérieur du point de vue économique. Alors, si c'est pour ramener à ça, franchement, eh ben, en fait, du coup, ça m'intéresse pas. Voilà. Mm. Si c'est ça la question, je trouve qu'elle n'est pas intéressante. Pas la Mm. question que vous posez, mais si c'est ça la question qu'on se pose, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas en quoi n'importe quel comédien, comédienne ou metteur en scène, qui que ce soit, serait supérieur à un restaurateur à côté, un cordonnier, ou je ne sais. C'est détestable cette idée. Cette idée. Mais absolument insupportable. Et de l'avoir tellement entendu, là, c'est suffocant, quoi. Que maintenant, il y ait des besoins économiques. Bon, bah, c'est clair, il y a des besoins économiques, mais comme il y en a eu pour les commerçants, comme il y en a eu pour les artisans. Voilà, et après, chacun a des besoins distincts. On est d'accord que dans ces métiers, ils sont les plus touchés dans la durée. Pas forcément les plus touchés, mais ils le sont dans la durée, et que le problème, c'est que la durée est structurelle dans ces métiers. Bon, voilà. Donc effectivement, il y a un coup d'arrêt qui est d'une très grande violence du point de vue de l'économie, mais la question qui est à se poser, c'est ça de le résoudre. Donc le gouvernement fasse son boulot, voilà, hein, comme il a pu le faire pour d'autres secteurs. Bon, ben là, il faut le faire, hein, parce que sinon, évidemment, ça se cassera la gueule, mais complètement, quoi. Les gens crèveront de faim, quoi. Et ça, c'est inadmissible. Et puis, mais l'autre chose, c'est celle de la culture ou de l'art. C'est quelle est la valeur de la culture ou de l'art? Et ça, je pense que la question, elle se pose vraiment. Euh, S'il faut donner deux exemples comme ça, qui vont Oui, parce que recouper ce que. j'en reviens, Jacques Allaire, on va parler de cette pièce que vous avez faite, mise en scène d'un texte de Jean Bernanos, La liberté, pourquoi faire. Je l'ai Ouais, revu avant notre entretien. ouais, J'ai pris une claque dans la gueule, pour être très trivial. ouais, ouais, Là, on ouais, parle, Jacques Allaire, je vous connais, je sais que vous êtes un artiste engagé, mais vous êtes engagé dans le bon sens du terme, dans le sens où, à mon sens,
je vais pas. L'idée, c'est de l'émancipation de l'individu. Et cette pièce, La liberté, pourquoi faire, ça montre ce rapport finalement du citoyen de l'individu à un pouvoir, un espèce de leviathan technocratique. Et dans ce cas-là, est-ce que là, ça risque pas de poser de gros problèmes si des pièces comme les vôtres ou des propositions théâtrales comme les vôtres s'arrêtent un jour ou l'autre finalement? Qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui restera sur ce pan de la culture qui me semble important? Bon, il y aura toujours des gens pour le faire, il y aura toujours des poètes pour écrire. Après, moi, je fabrique des spectacles, d'autres écrivent, mais il s'agit juste que les gens continuent de le faire, ça. Enfin, en gros, voilà. Évidemment que dans une crise comme ça, où les répercussions économiques, puisque la sanction, c'est le principe de l'économie de marché. La censure a lieu par l'économie. C'est clair. Donc on sait très bien que là, les aides ont afflué sur des lieux, des maisons, des théâtres, etc., que des gestes ont été faits, mais on peut bien imaginer que dans une saison, hein, dans 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais pas, vous pouvez bien imaginer que les subventions elles vont pas revenir une deuxième fois. Et là, on la verra, la sanction, et cette fois-ci, elle sera politique et artistique. Parce que les premiers spectacles sont touchés, effectivement. Ce ne sont pas les spectacles à grande ouverture ou reconnaissance déjà acquise ou des choses comme ça. Évidemment que ce seront les chemins de traverse. Mais bon, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra faire les chemins de traverse ailleurs, quoi. Je ne sais pas comment dire. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être ça veut peut-être dire ça à un moment donné. L'ensemble des structures de diffusion ne faisant pas forcément le travail ou faisant le travail qu'elles croient devoir faire. Mais les gilets jaunes, ça ne tombe pas du ciel, hein. Ça tombe pas du ciel, quoi. Le mépris de la culture pour ça, ça tombe pas du ciel non plus, hein. L'ignorance complète des territoires, de populations énormes qui se sont déplacées à une certaine époque et qui se sont déplacées parce qu'on les y a conviés, invités, et ils en ont eu le désir, mais avec un ensemble de structures, de structuration qui permettaient la vie possible avec des enfants, je sais pas quoi, des bus, des trains, des pharmacies, des médecins, et puis après, on a enlevé tout ça, on a enlevé les services publics, on a enlevé la poste, tout ça, et donc les gens se sont trouvés, pour le coup, isolés. Et alors après, quand j'ai entendu ce genre de conneries comme les gilets jaunes, ils sont sur des ronds-points, c'est des fachos, mais c'est juste des andouilles pour dire des choses pareilles. Comment on peut dire des imbécilités pareilles? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a peut-être. Et alors, il y en a ailleurs aussi, il y en a même dans les mairies. Donc, faut arrêter de plaisanter, quoi. Le mépris de classe dans lequel on vit, et cette espèce de manière qu'a le milieu artistique de se poser comme une classe supérieure, comme une espèce de noblesse de la pensée de la Oui, société, parce que c'est vrai, vous avez est raison de le dire, Jacques révoltante, hein. Allard. Du côté des artistes, il y a très peu, on va dire, les artistes connus qui ont pris parti pour les Gilets jaunes, hein. Très, très peu, finalement. Mais parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas les voir. Pourquoi ils s'y intéresseraient? C'est un mépris de classe. Si, ils feront un spectacle sur eux. Voilà. Là, non, pas longtemps, ils vont faire un spectacle. Ils feront tous des spectacles sur les gilets jaunes, ça, c'est sûr, hein. Mais en tant qu'être humain, ça ne les intéresse pas, hein. C'est des gens qui vivent trop loin, ils vivent à 70, 100, 150 kilomètres d'une métropole ou d'une ville. Il y a éventuellement peut-être un théâtre qui rayonne, mais ils doivent passer 3 collines, je ne sais, moi, 2 montagnes pour pouvoir y aller, mettre 2 heures, payer 40 balles 30 balles la place, faire regarder les gosses et en prenant 2 voitures. Enfin, si cette pensée-là n'atteint pas un peu les gens, quoi, voilà, si on continue, si on arrête le chemin qui avait été mis en œuvre de démocratisation complète et d'engagement dans les territoires du pays, comme ça s'est créé depuis la décentralisation, si ce chemin s'arrête et s'est fossilisé comme il le fait aujourd'hui par des structures qui se localisent comme ça, qui deviennent des pôles centrales, mais qui ne rayonnent presque pas, enfin très peu, quoi, sur un bassin, mais qui ne dépassent pas ce bassin, s'il n'y a pas une nouvelle décentralisation qui se crée, alors qu'en fait les populations se déplacent aussi maintenant, bah, ça va créer des petits royaumes, quoi. Alors au lieu qu'il y ait le royaume central à Paris, quoi, dans lequel il n'y a plus d'argent, mais il y a que des salles vides, enfin vides, pleines de spectateurs, mais vides de sous, quoi. L'ensemble des productions se crée, Dieu merci, dans toutes les régions. Mais après, il y a le risque que ça se fixe dans chacune des métropoles de chaque région et que l'ensemble des gens bah, qui ont défilé, donc les Gilets jaunes par exemple, soient à nouveau et continuent d'être coupés de la culture, non pas parce qu'ils s'y intéressent pas, mais ils ne peuvent pas y accéder. Et la question, c'est pas que de faire du théâtre pour tous ou je sais pas quoi, c'est ce genre d'imbécilité qui n'amène que des fêtes foraines, quoi. Enfin, il s'agit que tout le monde puisse y aller. C'est pas pareil. Pour tous, ça veut rien dire, quoi.
Par contre, que tout le monde puisse y aller, ça c'est intéressant. Et y aller, mais pourquoi faire, quoi? Ouais. Vous pouvez développer cette idée, Jacques Allaire, que tout le monde puisse y aller. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous dites ça? Ben, concrètement, que les gens puissent y aller physiquement, géographiquement, financièrement, et que ce qui leur soit donné à voir, ou soit vers quoi ils soient encouragés d'aller, ne relève pas simplement de la distraction, du divertissement, mais d'une relation humaine et de choix artistiques. Voilà, ça, ce qui n'empêche pas en plus du plaisir, je veux dire. Hein. Donc, enfin, moi, je connais personne qui fait un spectacle pour que ça déplaise. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, il n'y a pas un boulanger qui ne ferait du pain pour qu'il soit mauvais. Enfin, c'est stupide de penser ça. Mais il peut ne pas plaire à tout le monde, ça c'est autre chose. Mais ce Mhm. n'est pas le but de l'art de plaire à tout le monde. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Si ça plaisait à tout le monde, d'ailleurs, il n'y en aurait pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun artiste, aucun texte fondamental, si quelques-uns bien sûr, mais peu finalement, qui n'ait eu du succès tout de suite ou une reconnaissance absolue. Du succès peut-être, mais une reconnaissance, c'est rare quand même. C'est quand même assez rare, quoi. Il n'y a pas un peintre pratiquement qui n'ait pas choqué son époque avant de devenir une valeur évidente de reconnaissance et de goût. Voilà. Et je pense qu'il s'agirait que pour le spectacle, ce soit ce boulot-là qui soit fait. Euh, il y en a quelques-uns qui le font, mais on les voit pas parce qu'ils le font, personne ne s'intéresse à eux, quoi. Ils vont sillonner un peu partout. D'autres qui le font, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir réellement le produire, tout ça. Et les gens se sentent exclus, c'est comme ça. Si vous mettez le prix du théâtre à telle ou telle somme, vous produisez déjà une exclusion. C'est une évidence. Hein. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'argent ou peu d'argent regarde la vitrine du magasin dans lequel il ne peut rien acheter un peu en se disant c'est pas pour moi, voilà ce qu'il se dit. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui les théâtres puissent fonctionner comme ça. Mais vous, en tant qu'artiste, hein, je dis engagé à dessein parce que c'est, je le dis une bienveillance, l'engagement, parce que souvent c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose chez pas mal d'artistes. Le mouvement des Gilets jaunes, ça vous a inspiré quoi dès le début? Ça a été une espèce d'espoir pour vous parce que vous travaillez beaucoup sur ces sujets de révolte, hein, Jacques Allaire, quand même. Hein. C'est Tout des le temps. sujets que vous utilisez bien avant les Gilets jaunes, hein, ça fait un petit moment. Bah, je ne travaille qu'à ça. Hmm. Je ne travaille qu'à essayer d'inventer une œuvre qui produise un choc de l'émancipation, la possibilité de l'émancipation, le désir de l'émancipation. Donc, soit en produisant le mouvement qui fait appel, soit en frappant à l'endroit où c'est empêché euh, par tous les moyens. Et donc, de spectacle en spectacle, c'est ce qui se produit en fait. Enfin, je veux dire, c'est ce à quoi je travaille, quoi. Hmm. Quelles que soient les personnes. Les Gilets jaunes, ça m'a renvoyé à la question de la classe, vraiment. Comment la société bourgeoise à laquelle nous appartenons a reproduit une société de classe, et que cette société de classe est extrêmement violente, puisqu'elle elle se structure de manière invisible par l'argent, et finit à un moment donné par produire la visibilité. D'ailleurs, il y a ces mots qui sont assez extraordinaires. Il y a deux, trois trucs sur lesquels j'aurais bien parlé. Tiens. Euh, j'ai entendu, qui c'est qui a parlé de ça, des invisibles. Hmm. C'est ça? Qui a dit ça? Je ne Vous sais vous plus, mais rappelez ça qui a dit a été ça? dit, oui, ça a été dit. Ça a été Hmm. dit. Ça y est, maintenant, on voit les invisibles. Voilà. Alors, moi, je voudrais opposer un autre concept, quoi. Je ne suis pas d'accord. Ces gens n'étaient pas invisibles. L'expression même des invisibles est la production d'un racisme de classe. C'était des gens que vous ne regardiez pas. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas cessé d'exister pendant que vous ne les regardiez pas. Ils avaient faim, ils ne mangeaient pas. Ou ils travaillaient comme des malades pour des salaires de merde. Dérisoires, ridicules. Ou vous les méprisiez à la caisse, dehors, ou je ne sais pas quoi, ou à l'hôpital, ou quand ils vous livraient le paquet, la pizza, le truc, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas pour vous. C'est pas, ils ont jamais cessé d'être visibles. Hein. Il suffisait de les regarder. Hein. Mais donc c'est important de dire ça. Donc le fait que ce concept ait été prononcé, que ça ait été dit comme ça, que ça a été repris comme ça veut dire que l'ensemble de la société, de la structure sociétale le pense comme ça. Donc on appartient à une société qui pense qu'il y a des gens qui ne sont pas visibles. C'est quand même extraordinaire. C'est que ça, c'est quand même, il faut comme le faire, ça. Et ça en dit très long hein, sur la pensée de classe qui structure cette société. Quoi. C'est pas possible normalement. Quelqu'un aurait dû tout de suite réagir. Tout de suite. Quelqu'un de l'État aurait tout de suite dû dire ça.
et Regardez ce comprendre. qui a été dit auprès de l'État, la peste Non, mais brune, les séditieux, les factieux. mais c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours comme ça. Quand à un moment donné, il y avait les nuits debout, là, c'était des utopistes débiles. À ma connaissance, s'il n'y avait pas d'utopie, il n'y aurait pas les congés payés, l'école, les enfants iraient travailler à l'âge de 8 ans. S'il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas de société qui peut survivre ou qui peut avancer. Elle ne peut que dégringoler, c'est tout. Et c'est la voie directe vers les autocrates et le fascisme, hein, évidemment, quoi. Et qui est Et la le pente regard des médias, descendante dans laquelle notamment, on est. Jacques Allaire, certaines grandes chaînes info d'ailleurs, même certains grands médias, ont de Et ce suite pris sont, parti contre les Gilets jaunes. Hein. Concrètement, plusieurs oui, éditorialistes, hein, on a entendu des choses abominables sur les Gilets jaunes sur les mais grands, moi, certains grands plateaux. j'ai envie de dire que c'est pareil à toutes les échelles de la société. Les artistes disent les mêmes conneries, hein. Les artistes disent les mêmes conneries que les journalistes. C'est des fachos, c'est des machins. Il y a un manque d'analyse tellement délirant que ce n'est même pas croyable, quoi. Il y a pas de recherche, il n'y a pas la recherche première qui est de connaître l'autre. Voilà. On voudrait déjà le reconnaître, mais on ne reconnaît pas ce qu'on ne connaît pas. Eux, ils veulent reconnaître quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils le reconnaissent avec les concepts dont ils disposent. Le mec qui crie ça, facho. Le concept est prêt, bon, on le met, comme si je ne cherche même pas à savoir qui est en train de parler, donc il ne le connaît pas. Donc du coup, il produit la catégorie qui était déjà disponible, elle est mise dedans, puis alors elle est véhiculée, et évidemment, à la vitesse de l'information aujourd'hui et des réseaux, ça buzz, au sens où tout le monde le reprend de manière immédiate, et comme l'ensemble de la société est structurée comme ça, tout le monde le pense, sauf les gens qui d'un seul coup se sont retrouvés, eux, enfermés dans ce petit tiroir un peu étroit et avec ce mépris de classe qui ont été choqués. Et Dieu merci, il y a après quelques personnes qui se sont réveillées. Il y a eu un petit texte remarquable de Daniel Salnave, un truc, comment ça s'appelle, Jojo le gilet jaune. Oui, oui. Vous l'avez lu, ça? Oui, oui, oui. C'est écrit tout de suite, c'est absolument remarquable. C'est tout de suite. Là, par contre, c'est voilà, des fois, il y a des intellectuels, boum, tout de suite, ils font le boulot, quoi. Et elle a fait le boulot, bah, c'est elle qu'il fallait reprendre son texte et se dire, tiens, voilà, il y a quelqu'un qui a réfléchi, quoi. Et voir comment c'est fait. Non, il y a autre chose dont je Parce voudrais que, parler. Jacques Allaire, oui, vas-y, allez-y. non, non, ouais, il y a l'histoire des invisibles qui ne sont pas du tout invisibles. Hein. Euh, c'est ce que je ne regarde pas, d'accord? S'ils pouvaient être vus, d'un seul coup, je les regarde parce que j'en ai besoin, d'accord? C'est une nécessité. Donc, le regard qui a été porté sur les gens qu'on appelait invisibles, ce qui les a rendus visibles, ce n'est pas leur corps et leur être humain, c'est juste le fait que moi, j'avais besoin d'eux à ce moment-là. D'accord. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui s'est passé avec ce confinement. Une double chose catastrophique, bien plus que les questions artistiques. Une criminalisation des enfants, qui est une des choses les plus inadmissibles que je ne crois pas avoir jamais entendues depuis que je suis né. Et je ne crois pas qu'il y ait des choses aussi infectes qui aient été produites par un gouvernement démocratique, républicain, libre, sur son propre peuple, sans l'once d'une réflexion pour, sans s'en rendre compte, véhiculer un discours de criminalisation des enfants. Tu portes le virus, tu es un porteur sain, tu vas tuer ton grand-père, ta grand-mère, les gens fragiles. Ça a été dit à des gosses. C'est quand même hallucinant de pouvoir tenir ce discours-là, sans se rendre compte qu'on le tient. Ça a été dit comme ça. Ah oui, mais ben, oui, les enfants sont porteurs sains. Alors après puis alors, ils ont mis 2 mois et demi ou 3 mois à s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait Oui, ça. après, ils se sont dédiés. Hein. Ah, ils se sont dédiés. Mais est-ce que quelqu'un Oui, ne ils ont dit, s'occupait de c'est ses pas si enfants? sûr que ça, finalement. Voilà. C'est pas... Donc, du coup, tout le monde a dit ça. Alors après, ça a été véhiculé par tout le monde. Les parents ne se rendant pas compte, mais tu sais, vaut mieux pas que tu voir ta mamie parce que tu vois, d'accord? Qu'est-ce que ça raconte aux gamins? Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que simplement quelqu'un s'est posé la question à un moment donné? Personne ne se pose la question. Des psychiatres, je pense, se la posent et ils ont raison de se la poser. Ça va produire quoi, ça? Comment un pays peut criminaliser la totalité de son enfance? D'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont criminels et de l'autre côté, on a laissé mourir les anciens dans des EHPAD, dans des lieux fermés, dans lesquels forcément, dès que l'un l'avait, il tuait les autres. D'accord? Et on le sait. Ça s'appelle une extermination. Ces lieux auraient dû être ouverts. Ces lieux auraient dû être ouverts. Il aurait dû les ouvrir, trouver un moyen d'accompagner une personne, de les séparer, de trouver des espaces ouverts, libres, extérieurs, avec des protections et tout. Évidemment, on n'enferme pas les gens dans l'endroit où ils vont se tuer. C'est complètement dingue. Donc, on criminalise les enfants et on laisse mourir les anciens. D'accord? On a criminalisé En les disant Français que aussi. Hein. On a dit aux Français, si ça se propage, c'est votre faute. Finalement, ah bah, il y a eu c'est le quelque principe. part un dédouanement du pouvoir. Hein.
La criminalisation, après, elle est totale. Donc, du coup, l'ensemble du peuple, ce n'est qu'un petit peuple d'enfants imbéciles, idiots. Enfin, quand je dis enfants, un enfant, c'est pas un imbécile, mais de personnes irresponsables, incapables de maîtriser le moindre pensée, la moindre respiration, le moindre geste. Donc, on les laisse enfermés. Des familles entières, on peut se trouver enfermés des fois dans des habitations, des fois même pas salubres, beaucoup trop petites pour simplement pouvoir vivre. Déjà à deux, c'est impossible. À quatre ou cinq, c'est complètement juste. Délirant, comme si on était victime de bombardements, comme on a voulu nous faire croire, avec une espèce de déclaration de guerre dès le premier jour, enfin un truc, enfin, je ne sais pas, mais comment on peut être aussi enfin, irrespectueux et de sa propre histoire, et de son propre peuple. Enfin, moi, je suis stupéfait hein, de l'inconséquence de penser, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes qui sont faits, d'organisations qui des fois sont bien faits. Voilà. Alors le seul truc, c'est on va te mettre une amende si tu es sorti, lui va faire pisser son chien, va prendre l'autre, et quelqu'un qui marche, on va empêcher les gens d'aller dans les parcs. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a les seuls endroits où ils pouvaient respirer, quoi. Euh, Dans les bois, moi je marchais dans les bois, mais non, tu peux pas. Moi je croisais que des arbres, mais ils m'auraient arrêté, j'aurais une amende. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'était répréhensible de marcher dans la forêt, Jacques Allaire. Hein. C'était Ah oui, répréhensible. Hein. mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est Le bout de trois répréhensible d'être fois, un c'est la être garde humain. à vue. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais pourquoi pas 10 ans de prison tant qu'on y est? Je veux dire, c'est complètement délirant, quoi. Donc, et ça renvoie vraiment à Bernanos, quoi, où, lorsqu'il dit qu'à son époque, donc avant la Première Guerre, au moment de la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, un Européen pouvait se marcher, se déplacer dans le reste du monde sans présenter sa pièce d'identité. Et que seule la pièce d'identité était demandée aux criminels. Mais maintenant, personne ne peut marcher dans la rue sans qu'on lui demande sa pièce d'identité. Enfin, oui, je veux dire, on n'a pas à demander la pièce d'identité à quelqu'un. En fait, pourquoi on demandera la pièce d'identité à quelqu'un? Enfin, rien ne justifie qu'on demande une pièce d'identité à quelqu'un, en fait. On n'a pas à me demander mon identité, en fait. Je dois pouvoir marcher dans la rue sans qu'on me demande mon identité. Mais par contre, je me soumettrai à la présentation de ma pièce d'identité si s'avérait qu'il se passe quelque chose. Quand bien même ce sera un contrôle lié à un accident, je ne sais pas quoi, ou un événement, mais pas parce que je marche. Voilà. La marche dans la rue n'est pas un accident, quoi. C'est la vie humaine, quoi. Et donc la vie humaine ne doit pas être contrôlée, c'est pas possible, quoi. Donc sous prétexte de devoir contrôler telle ou telle chose, on contrôle la totalité. Là, c'est que ça fait penser à un bouquin qui s'appelle L'Aliéniste de Machado de Assis, que je vous conseille et à vos auditeurs de lire. J'avais découvert ça tout à fait par hasard un jour que j'étais pion dans un collège et que j'avais pas de livre sur moi dans la bibliothèque, je cherchais un bouquin à lire, puis je tombe sur un truc, je me dis, il faut que ça tienne les 2 heures de permanence, quoi, les 2 heures de permanence. Alors, je trouve un petit bouquin, genre 100 pages, un truc comme ça. Machado de Assis, que je ne connaissais absolument pas, mais je sais pas, ça m'a attiré. Ça s'appelle L'Aliéniste. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vient de vivre, en fait. C'est un bouquin qui a été écrit dans les années. C'est un peu comme Bio Casares, quoi. C'est une espèce de monde un peu surréaliste, comme ça. Tout simple. C'est une fable qui raconte l'histoire d'un psychiatre. Hein. Le psychiatre soignait les fous dans un hôpital psychiatrique. Hein. Des gens atteints de folie. Et puis, au bout d'un moment, on a un doute sur le fou, la folie, et puis sur l'ensemble des gens qui y sont. Alors, ils s'interrogent, tout ça, et puis le médecin est remis en question. On se demande si c'est pas lui qui serait pas plutôt un peu fou, pas tant que ça les gens qui sont dedans. Et progressivement, ça s'inverse. Donc, au bout d'un moment, on finit par enfermer tous les gens soi-disant sains et on libère tous les gens soi-disant fous. Et le système s'inverse comme ça. Et on ne sait plus qui est le fou et qui est l'aliéné, qui ne l'est pas. Et en fait, là, c'est ce qui est passé avec ce Covid, quoi. Avant de comprendre qu'on pouvait faire ce qu'on a fini par faire, hein, que d'autres ont fait, on décide d'enfermer la totalité de la population. D'accord. Alors que les cas sont limités à une zone, par exemple, très, très circonscrite. Et alors, on affame tout le monde, mais on laisse le train circuler. Enfin, moi, il faut qu'on m'explique ça. Enfin, je ne comprends pas hein, du tout. Hein, vraiment, c'est un truc que je n'ai pas du tout compris le fonctionnement. Quoi. C'est comme si on me disait que quand je me baigne dans le sud de la France, la mer est bien à 21, 22, 23. Et quand je suis en Bretagne, elle est à 17. Il y a une différence de température. Je le sais. Donc, je sais bien que quelqu'un qui est atteint une maladie ou autre qui se trouve, je ne sais pas moi, à Nancy, par exemple, eh ben, il y a peu de chances qu'il me le donne à Montpellier quand même. Mm. Enfin, concrètement, sauf si le train circule tout le temps. Mm. Donc, je ne comprends pas pourquoi lui, à ce moment-là, n'est pas mis en quarantaine et pourquoi le train circule. C'est ça les deux aberrations. Lui en quarantaine et le train arrête de circuler. Et ben voilà quoi. Et puis, ou des instruments de contrôle, là pour le coup, de vérification, sont mis en œuvre, de tests qui n'ont jamais existé, de masques qui ne sont jamais arrivés, tous les trucs qui rendent la vie possible, humaine, respectueuse. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, des gens ne peuvent pas être confinés, peut-être, mais ça peut se maîtriser différemment, quoi.
Alors que là, évidemment, c'était que policier, quoi. Accusation, 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 sanction, quoi. Jacques Allaire, ça nous dit quoi, selon vous, ce rapport au pouvoir sur la société, ce crise du Covid? Ça a fait émerger quoi, finalement, ce rapport d'autorité, de sanction, de coercition? Et on va parler de la démocratie après, hein, Jacques Allaire. Bah, concrètement, je pense que c'est le mouvement qui a débuté depuis l'ère technique, hein, qui a la rapidité. Alors pourquoi on va rejoindre Berlanos, hein, là, je ne fais pas exprès, mais c'est difficile de ne pas le rejoindre, hein. Et l'ensemble des développements de l'ère technique est tellement, tellement important et tellement rapide qu'il permet d'organiser, de structurer l'ensemble des vies humaines et de les surveiller, du coup, hein, puisque l'organisation produit la surveillance. C'est ça le truc, hein, à la différence de l'anarchie qui ne permet pas la surveillance. C'est pour ça qu'il faut défendre l'anarchie. C'est nécessaire, que ce soit celle du paysage ou humaine, hein. Dès l'instant où on commence à organiser et structurer, parquer chaque activité, chaque type de population, comme on trace des routes pour permettre la circulation, plus on augmente ce mouvement et la rapidité de ce mouvement, les deux, c'est-à-dire et la structuration et la rapidité, plus on produit une société de contrôle. Et c'est ce qui s'est mis en œuvre là. C'est-à-dire pour des motifs euh, sanitaires à l'origine, donc on peut dire vitaux, la seule chose qui a été mise en œuvre, ça a été la question policière, de l'autorité, de la surveillance et de la criminalisation. Peuple entièrement criminel, sanctions, amendes. Les enfants sont des assassins et on fait mourir les vieux. On produit quand même une société eugéniste, hein, quand même. C'est quand même quelque chose qui se met en œuvre, hein. Alors, malheureusement, je pense que c'est inconscient, mais c'est un inconscient qui se met à peser très lourd maintenant. Euh, et c'est pas possible que des autorités publiques, des gens qui ont des, voilà, soient à ce point-là coupés de toute forme de pensée, d'analyse, ne soient qu'entre connaisseurs d'économie et tout, mais il n'y a pas de philosophe là-dedans, c'est pas possible, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas d'anthropologue, il n'y a pas d'historien, ils travaillent seuls, mais comment, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et Alors, je pense que ouais. c'est ça, la démocratie est directement attaquée de plein fouet depuis longtemps, hein, par le refus de la pensée libre. Tout doit être toujours rangé dans quelque chose. Et quand ce ne l'est pas, on crée, ou quand ça prend trop de place, on crée la route qui permet ça, donc de le mettre à nouveau dans un cadre. Et rien de ce qui est libre n'est supporté aujourd'hui. Ça fait comme, c'est vraiment la question de la société technique. Si on augmente l'ensemble de ces choses-là, il va devenir, ça va devenir compliqué. Je veux dire, par exemple, maintenant, les gens ont peur de la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière. Bon, enfin, j'exagère. Les gens, enfin, dans une métropole, une ville, hein, et pas que dans une ville, hein, je sais pas si j'ai redécouvert ça aussi en étant dans la forêt, quoi. Ouais. Et oui, eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me rends compte, bah, j'en avais conscience avant, mais là je l'ai vécu concrètement une fois de plus, et puis de manière très radicale évidemment. Mais les hommes, les êtres humains, des sociétés modernes, industrialisées, de l'économie de marché, euh, avaient peur quand il y avait la nuit s'il n'y avait pas d'éclairage public. Ok, on a mis des éclairages publics. Et puis après, ils se sont mis à avoir peur s'il n'y a pas de caméra de surveillance. Donc on a une marche dans une rue, si elle a un lampadaire et une caméra de surveillance. D'accord. Et au bénéfice de la sécurité, vous acceptez tout à chaque fois, quelque chose, quoi. Vous trouvez normal que quand vous allez au cinéma, dans un théâtre ou dans un musée, il y ait une bardée de CRS, de flics devant, quoi. Moi, je vais voir un tableau, hein. Je vais pas. D'accord, c'est tout, hein. Et puis, euh, et puis, vous trouvez normal qu'il y ait des contrôles avec des vigiles partout à l'entrée de tous les grands magasins, je ne sais pas quoi. Mais moi, j'allais juste acheter à manger, quoi. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas, quoi, en fait. Cette présence ininterrompue qui criminalise au moins physiquement. Et donc ça s'ingère, ça, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on finit par le penser qu'on est en danger. Donc les gens finissent par penser qu'ils sont en danger de tout, quoi. Et à chaque fois qu'il y a eu un dérapage ou une catastrophe, euh, oui, ou une catastrophe, ou des événements marquants, majeurs, et à chaque fois, il y a un étage supérieur de la société de surveillance qui est mis en œuvre et qui n'est pas relâché et qui n'est jamais relâché et qui devient structurel. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas une interdiction absolue
par les amendements sur les drones aujourd'hui, si ça n'est pas frappé tout de suite, ça, c'est fini. Ils y seront. Enfin, je veux dire, ça sera très rapide, quoi. Très, très rapide. Mais comme il était très rapide de mettre, d'ailleurs, plus personne n'en parle, des caméras de surveillance dans les villes, il y en a partout. Partout, à chaque feu, maintenant. Donc c'est toujours ça. Donc c'est vraiment une société d'organisation, d'amenuisement de la liberté. Et quand on amenuise la liberté, on détruit la démocratie. Ça, il n'y a pas de doute. Et je suis même pas d'accord avec les analyses quand j'entends sur les élections, l'abstention, quoi. Ça, les abstentions les a choqués cette fois-ci parce que c'est pas les mêmes qui ont été élus, quoi. Non, ça les a choqués, quoi. C'est que pour une fois, les gens qui sont abstenus, c'était leurs électeurs. Ça, c'est rare, ça leur est rarement arrivé. D'habitude, c'est leurs électeurs qui vont voter, c'est ceux qui sont opposés à l'organisation des sociétés qui ne vont pas voter parce qu'ils pensent que ça sert à rien. Et là, visiblement, il semblerait que ceux-là, ils se soient dit, tiens, je vais peut-être aller voter cette fois-là parce que j'en ai marre, quoi. Et que les autres se soient détachés de ça, parce qu'ils en ont marre aussi. Donc, je ne crois pas que l'abstention était une abstention de gens foutistes, mais je pense que c'est une abstention politique, quoi. J'avais appelé ça l'insurrection silencieuse. Est-ce que ça vous Moi, je parle ou suis pas? d'accord, complètement, je suis d'accord avec ça. C'est une insurrection silencieuse parce que c'est une insurrection qui est menée par une classe qui a échoué et qui ne peut pas avouer son échec, qui refuse d'avouer son échec. C'est des gens qui vous font la leçon toute la journée depuis que vous êtes né, ce qui est quand même notre cas pour notre génération, en vous disant comment il faut faire, comment il faut se comporter, comment il faut penser, comment il faut agir, comment il faut produire de l'économie, et qui, au bout du compte, ont échoué sur tout. Catastrophe planétaire, misère humaine, d'accord, enfin, ils échouent sur tout. Incapables de produire l'hospitalité, l'entraide, de déployer la liberté, en arriver à criminaliser des enfants, à ne plus en faire que des notes. Pourquoi quand les enfants étaient encore une fois, si c'était ça qui était important, c'est ça qui se passerait. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, Pourquoi mais Jacques Allard, vous avez parlé quelque chose tout à l'heure de très important. Vous avez parlé d'économie de marché. Finalement, tout ce que vous décrivez là, est-ce que c'est pas non plus antagonique à un projet qu'Emmanuel Macron incarne, cette économie de marché, néolibéralisme, libre-échangisme, qui est le marché absolu, le marché vorace? Est-ce que finalement, est-ce qu'ils ont échoué ou alors est-ce qu'ils ont imposé encore plus fort leur espèce d'idéologie libérale? Vous en parliez d'ailleurs dans un article, on vous avait reçu en 2015, donc ça remonte un peu, et vous parliez, vous, déjà de modernité ultralibérale, de marché. Il y a une citation dans l'interview que vous avez donnée sur BSC News à l'époque, et vous commenciez déjà à évoquer ça, cette liberté versus l'économie de marché, le libéralisme et le privation de liberté, puisque maintenant il faut consommer en mort. Mais oui, il y a carrément un glissement des mots. Enfin, on a substitué un mot à un autre, hein. Là, pour le coup, c'est radical, quoi. On veut faire croire que, bah là, ce qui s'est passé, on a voulu faire croire que être vivant, c'est être libre. Les gens ont marqué sur leur mur, sur leur machin, je reste chez moi, je sauve des vies. Mais espèce d'andouille, c'est pas ça, sauver des vies, ça. Si tu t'as sauvé personne quand t'as fait ça. Tu es resté chez toi, quoi. Tu es resté chez toi devant ton livre, t'as rien fait, en fait. Et t'as obéi en plus. C'est pas ça, sauver des vies. Sauver des vies, c'est l'infirmière, c'est le médecin qui était en train de. C'est ça, sauver une vie, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui plonge dans l'eau pour empêcher quelqu'un de se noyer. C'est ça, sauver une vie. C'est quelqu'un qui se bat contre un oppresseur. C'est ça, sauver une vie. C'est pas rester chez soi assis. Enfin, voilà. Donc, cette espèce d'illusion comme ça, de la vie, de la démocratie, de la liberté de penser, tout ça, de gens confortablement assis avec des chaussons devant leur téléviseur, à regarder des séries, c'est une plaisanterie, quoi. Et évidemment que c'est le souhait du libéralisme, de l'ultralibéralisme, que tu restes chez toi, devant un écran, si possible, avec des contenus pas problématiques, hein, parce que sinon, ça sera. Enfin, voilà. Mais on pourra quand même les surveiller. Donc, ça reste quand même assez intéressant. Même si ça fout de la merde, on pourra toujours venir chez toi, te piquer ton ordinateur, fouiller, on pourra toujours. Ça se verra moins. Les gens pourront moins réagir. Donc déjà, isoler les gens, première chose. Et l'ultralibéralisme travaille à ça. La solitude des gens. Je veux dire, le fait qu'on n'ait pas voulu qu'il y ait des réunions dans les salles de spectacle et tout ça, c'est quand même très étrange. On était d'accord pour que les gens se réunissent dans un supermarché. Hein. J'ai encore pris le train hier, tout le monde se touche. Hein. Les gens sont collés. Hein. Il n'y a aucun respect d'aucune Oui, depuis le début d'ailleurs. sanitaire. Depuis le début du confinement, dans les supermarchés, c'était mort de monde. C'est une plaisanterie. Et donc, d'un seul coup, on dit aux gens, mais oui, tu vas dans une salle de théâtre, toi, tu risques quelque chose, mais tu risques rien. Je veux dire par là, tu ne risques donc pas plus que quand tu vas au supermarché. Enfin, c'est complètement Donc, c'était aberrant. possible pour consommer, mais pas pour réfléchir, réagir ou essayer de discuter. Oui, après, on peut dire que c'est le subconscient ou l'inconscient qui fait le boulot, mais, mais oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est le subconscient libéral. Le subconscient libéral veut se débarrasser de tout ce qui est rassemblement avec échange, tout ce qui peut produire un échange.
Est-ce On n'a que pas. finalement, on n'a pas envie de déraciner le citoyen, l'individu, l'être pensant, avec son libre arbitre pour en faire un consommateur, finalement, vous l'avez dit, Jacques Allaire assis dans son canapé devant des plateformes de VOD de films et écouter la bonne parole sur les chaînes info qui nous explique qu'on sauve des vies. Bah non seulement c'est ce qui est souhaité, moi je pense que c'est ce qui est souhaité, mais en plus il y a vraiment un problème de classe, enfin, de violence de classe, c'est que celui ou celle qui n'a pas pense qu'il n'existe plus quoi aujourd'hui, quoi. Et la non-visibilité dont il était question, les fameux invisibles dont il parle, hein, c'est eux qui en parlent hein, quand même, hein. Les invisibles dont il parle, ce sont les gens qui ne peuvent pas voir, parce que ces gens ne peuvent pas participer au monde de la consommation, puisque pour participer au monde de la consommation, il faut pouvoir consommer. Pour pouvoir consommer, il faut avoir l'argent, donc avoir. Et donc ça veut dire que eux, les gens deviennent invisibles quand ils n'ont pas. Donc il n'y a pas d'être quand il n'y a pas d'avoir. La société moderne, ultralibérale dans laquelle nous vivons et le projet d'économie de marché de Macron mène à ça, la disparition des êtres au profit de l'avoir, c'est-à-dire des corps d'avoir, comme on dirait être, je devrais dire avoir. Tu ne dois pas dire tu es, tu dois dire j'ai, au sens où avoir fait qu'on est ce qu'on souhaite, désire ou peut être. Et quand on n'a pas, on ne peut même pas avoir le droit à sa propre respiration, ou du moins on devienne Chirac à nous. Bah ouais, parce que le mec qui te dit de la pizza ou autre, lui, il va peut-être choper le Covid, en fait. L'infirmier ou la doctoresse ou le médecin, lui, il va peut-être choper Covid, quoi. Donc, non, non, il y a une volonté, moi, je pense, de diminuer radicalement les libertés en faisant désirer des produits de consommation et de la sécurité. Plus tu désires la sécurité, moins tu es libre. Parce que plus tu dépends de la pensée de la sécurité. Donc tu es dans l'angoisse de ne pas l'avoir. Donc tu es prêt. Ah, ma liberté, c'est pas grave. Ma santé, c'est plus important. Voilà, c'est ça. Hein, ma santé, c'est quand même beaucoup plus important. Oh non, je préfère pas sortir parce qu'il n'y a pas de lumière. Je reste chez moi. Ah, c'est bien. Vous avez bien raison, madame. Restez chez vous, c'est bien. Restez chez vous. Vous comprenez, c'est ça. Il ne faut pas laisser les jeunes sortir. Ils sont dangereux, les jeunes. Ils ont la mort dans leur corps. Voilà, ça. Ils tuent les gens dans la rue. Ils passent, tu croises un jeune, hop, t'es mort. Voilà. Et les vieux, on les laisse mourir dans les EHPAD, puis après on pleure. Et puis en plus, on a fait une chose terrible dans cette société. Et puis, comme j'en ai été, je ne sais pas comment il faut dire le mot, hein, comme je l'ai subi, comme beaucoup de gens, euh, j'en étais choqué sans le subir, mais en plus, il se trouve que je l'ai subi et que c'était une chose dont j'ai pensé qu'on. Enfin, je n'ai pas su comment me relever, en fait. Voilà. Mon père est décédé pendant cette période. Il n'est même pas mort d'ailleurs pour dire à quel point tout ça est délirant, il n'est même pas mort du Covid, il était très âgé. Donc là, sa mort était possible, je la savais possible. Hein. Je n'ai pas été, j'étais choqué. Et pas, on sait depuis plusieurs années que voilà, ça peut arriver. Euh, bon, ça s'est passé très vite, donc on n'a pas, voilà. Et après, j'ai pas pu le voir, j'ai pas pu me déplacer. Alors j'aurais pu, hein, et les messages qui m'étaient envoyés, euh, et moi-même, hein, pas que je suis du responsable. Hein. Je peux aussi prendre la décision de dire bah, vous me foutrez une amende, j'en ai rien à faire, je vais faire ça parce que je dois le faire. Quoi. Donc je me suis posé la question de partir pour y aller. Mes frères et sœurs m'ont dit non, ne viens pas, tout. Et moi je me dis, il faut au moins que je voie mon père avant qu'il meure. Quoi. Je savais qu'il allait mourir dans les 2-3 jours qu'allait suivre le moment où il a été hospitalisé. Et puis après, il me disait, mais non, tu peux pas, parce que tu ne sais pas, toi. Si tu l'as pas, si tu vas pas le croiser, se choper quelqu'un qui va te le filer, si tu le vois, et notre mère, elle est fragile, si tu la vois, tu l'embrasses, boum, et elle s'en relèvera pas. Donc, euh, donc non, puis après, il me dit, puis de toute façon, on n'a pas le droit de l'enterrer. Donc du coup, la question de l'enterrement se posait. Et donc, c'était un enterrement un peu comme au Moyen-Âge, justement pour les artistes, là, quand on les jetait la fosse commune, quoi, en cachette, vite fait. Pas le droit à la messe, hein, pas le droit à la réunion, pas d'enterrement. C'est-à-dire pas de rite funéraire. C'est-à-dire exactement ce qui constitue l'humanité. Une humanité qui n'enterre pas ses morts n'est plus une humanité. C'est ça qui constitue l'humanité. Donc, quand même, on a fait un drôle de truc. Hein. Je veux dire, on a criminalisé les enfants, on a laissé dans des EHPAD, c'est-à-dire dans des espaces fermés, mourir des anciens en sachant qu'ils étaient en train de mourir, en le sachant, sans jamais rien faire.
sans jamais imaginer quelque chose. Rien n'a été imaginé. Hein. Juste, ils prenaient des chiffres le soir. Il y en a combien aujourd'hui, quoi. D'accord. Les infirmières, des personnels soignants mouraient en les accompagnant dans leur mort. Enfin, c'est d'un sordide, quoi. Et en même temps qu'on produisait ce schéma-là, que la totalité de la société était surveillée à avoir des amendes quand ils marchaient dans la rue et les enfants ne pouvaient pas courir dans un parc et des familles restaient enfermées ou des femmes agressées par des espèces de maris dangereux dans des espaces clos dont on savait que ça mènerait à la catastrophe. En même temps qu'on produisait tout ça, on a supprimé le socle qui produit l'humanité, c'est le rite funéraire. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait quelqu'un qui analyse ça, mais ce que je viens de dire, pas, pas tel ou tel événement, mais comment c'est une totalité qui a été produite. Une totalité. Criminalisation, surveillance, autoritarisme, violence, eugénisme, perte des libertés essentielles, constitutives, euh, et, et contradictoire, pas contradictoire, comme dans les dictatures, avec l'ordre d'aller voter. Quand même, ça a quand même été extraordinaire. C'est comme ça. C'est ton devoir, tu dois aller voter. C'est ça qu'on a dit, tu dois aller voter. Et il y a des gens qui sont allés mourir en votant quand même, comme on irait mourir au combat. Tout ça pour un vote pantalonnade, quoi, qui pouvait avoir lieu 6 mois, un Et an je plus rebondis tard. Enfin, là-dessus. Jacques Allaire, j'ai entendu sur des plateaux, ces éditeurs des listes, des espèces de turiféraires là, de la démocratie permanente qui ont craché sur les Gilets jaunes, nous dire, regardez, 60% des gens sont pas allés voter, les Gilets jaunes nous ont emmerdés pendant 2 ans, et eux, maintenant qu'on leur propose d'aller voter, ils vont pas voter. Voilà le genre d'analyse que j'ai entendu récemment pour les municipales. Donc on voit bien quand même que la fracture démocratique, le mépris de classe, voire le racisme de classe, et je souscris assez à cette idée, est toujours là et encore pire même. je pense que, enfin, pour moi, ça confine à l'imbécilité totale, hein, parce que là, dire ça quand on voit les résultats des élections, faut avoir de la merde dans les yeux. C'est effrayant de dire des conneries pareilles, quoi. C'est-à-dire que précisément, si les gens dont on pensait qu'ils auraient été élus l'avaient été, c'est bien que ces gens qui produisent un mépris de classe seraient allés voter. C'est bien eux qui ne sont pas allés voter. C'est les autres qui sont allés. Le grand pourcentage d'abstentionnistes, cette fois-ci, ce n'était pas les gens qui sont en colère non, ou contre, ou qui pensent qu'il n'y a pas de progrès ou de changement possible. Hein. En fait, eux, ils sont allés en fait voter cette fois-ci. En fait, c'est les autres qui ont eu peur pour leur santé, qui sont pas allés voter et qui, en plus, conscience mauvaise, se sachant bien responsables d'une partie des maux et des problèmes dans lesquels on est, sont incapables de le reconnaître, de l'avouer, mais enfin, ils ont au moins le courage et la lâcheté de ne pas aller voter. C'est bien. Alors, ce qui est intéressant, il nous reste encore 5 grosses minutes. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a parlé de beaucoup de choses durant ce long entretien. Est-ce qu'on n'est pas un point de rupture? Est-ce qu'on n'est pas à l'aube, finalement, de grandes révoltes sociales, de grandes révoltes populaires? On les annonce hein, avec les réformes des retraites, l'assurance chômage et toute une série de choses. Des gilets jaunes qui sont toujours là, qui ont repris des péages hier soir. J'ai vu ça sur Facebook, comme quoi il y a des choses qui étaient arrêtées et qui commencent à réémerger ça et là sur le territoire. Vous ne pensez pas, finalement, Jacques Allaire, qu'on est arrivé à un point de rupture où là, le sujet que vous adorez, c'est la révolution, la révolte, pourrait reprendre espoir, réémerger dans les jours à venir, les semaines à venir? Mais écoutez, la révolte est une chose essentielle. Enfin, la catastrophe, c'est d'avoir abandonné cette idée. Enfin, je ne comprends pas, moi, cette société moderne à laquelle nous appartenons, qui fustige en permanence toute pensée de révolte ou de révolution. Sous-entendu que toute révolte ou révolution serait une violence destructrice, de choses bien séantes, mais c'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la violence de lutte contre l'esclavage, il y aurait encore des gens avec des chaînes. La violence, c'était l'esclavage. Hein. Faut arrêter avec ça. Il s'agit de contre-violence. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui nécessaire, je pense vraiment nécessaire, qu'une contre-violence se produise pour, pour arrêter la souffrance. C'est tout. Il faut arrêter la souffrance. Augmenter les niveaux de pénétration de la démocratie et de la culture alors qu'ils sont arrêtés. Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer ces gosses pendant 15 jours à l'école, se contrefoutent pendant 2 mois des contenus de leurs pensées, juste pour foutre des notes à la fin pour qu'ils aient le bac, on se moque de qui? Et moi, je crois que c'était l'intelligence et la culture qui avaient des valeurs. Personne ne s'est soucié de savoir quels étaient les contenus, mais c'est la seule chose dont il faut se soucier. Qu'est-ce qu'on se contrefout de leurs notes? Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces enfants? Comment ils ont pensé? Est-ce qu'ils ont lu? Enfin, pourquoi c'est pas ça les questions? Je ne comprends pas. Donc bien sûr que
une révolte, une révolution, ou une insurrection, qui est le mot le plus fréquemment utilisé, et le plus concret finalement, est possible, puisque l'ensemble des structures préexistantes ne satisfait pas les gens. Hein. Les gens ont du mal à passer par un regroupement, un syndicat, ou même si ponctuellement ça a lieu, dès que ça dépasse un moment ponctuel, ça ne se fait pas, hein. Bon, très rarement. Mais il y a une insurrection profonde des corps et des êtres. Je veux dire, à un moment donné, quand une société produit plus de souffrance qu'elle n'apporte de bienfaits, il est temps qu'une révolution ait lieu. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Hein. Et c'est comme ça que les révolutions, elles ont lieu. Donc, si l'ensemble des souffrances devient supérieur aux bienfaits communs, alors il est souhaitable qu'il y en ait une insurrection. Et il n'est pas surprenant que les gens se révoltent maintenant si les remèdes qui sont apportés ou les leçons qui ont été tirées, c'est de reproduire exactement la même chose que ce qu'il y avait avant. Enfin, je veux dire, c'est une bêtise, c'est pas possible. Elle est dangereuse maintenant. Parce que quand il n'y a pas la conscience, on peut ne pas forcément reprocher à quelqu'un. On peut dire, bah, tu ne le savais pas, hein, comme quand on fait une faute. Mais quand on refait la faute en sachant exactement les conséquences qu'elle en a, et si en plus vous avez du pouvoir, si en plus vous avez des pouvoirs supérieurs, d'organisation financière ou autre, alors là, vous devenez quelqu'un de dangereux, en fait. Comme un alcoolique au volant, quoi. Il faut lâcher le volant, il faut le donner à quelqu'un d'autre. C'est de l'incompétence. Il y a nos confrères de Marianne qui avaient fait un très bon papier en début d'année, qui avait qualifié d'Emmanuel Macron de néolibéral autoritaire. Oui, c'est Ça ça. vous parle, ça? Oui, Pour complètement. Emmanuel Oui, Macron, ça qui est lui quand même ressemble. aujourd'hui en haut de la pyramide, hein. D'ailleurs, sans plus Moi, de je sais Premier pas, ministre. ouais, je comprends pas comment on peut arriver dans un système républicain démocratique comme le nôtre à se retrouver à la tête du gouvernement, avoir quelqu'un qui décide, qui gérera seul tout. Et ce qui veut dire que ce qui est dangereux, c'est ça, c'est que c'est seul et que c'est tout. C'est pas, ça veut pas dire que le gars, il peut peut-être faire des choses bien, c'est pas ça la question. Mais personne, même si c'est pour des choses bien, ne le fera seul, ni tout. Voilà. Dans des petits domaines comme celui dans lequel je travaille, voilà, pour la culture, quoi. D'un seul coup, une espèce de messe là, qui débarque. C'est un type derrière, hein, qui est ministre quand même de la culture, le type. Hein, il prend des notes parce qu'il découvre en direct. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est complètement Oui, c'est vous insensé. parlez de la fameuse discours au monde de la culture où Emmanuel Mais Macron c'est était un... en bras de chemise et Oui, oui. expliquait la bonne parole. D'ailleurs, il a dit que des choses indigentes. J'ai absolument rien compris à ce qu'il a raconté, hein, moi, personnellement. Oui, mais oui, mais c'était indigent, il voulait faire bien voir tout ça après la chemise, donc je m'en fous, il peut, hein, moi ça me gêne pas qu'il le fasse Oui, à mais l'américaine, il y mettre avait un chaud. côté, il y avait un côté DRH dans cette, il y avait un côté Startup Nation plus que discours Start-up, là. ah, c'était de la start-up. Mais bah, d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que le cabinet derrière, ils ont toujours pas pondu le décret. Hein. C'est-à-dire que lui, il a fait des annonces, mais il n'y a pas de décret derrière. Et tout le monde est en train de plancher parce qu'il n'y a pas comment faire. Voilà. Alors, normalement, c'est comme ça, on se concerte quand on fait quelque chose comme ça, on y Oui, il réfléchit. faut En plus, il y a chevaucher pas le mal de tigre, ça gens. a l'air maintenant. Il faut chevaucher le tigre. Oui, Hein. oui, voilà, c'est des expressions qui sont faites comme ça. Mais maintenant, c'est devenu une plaisanterie pour tout le monde. Tout le monde en rigole parce que c'est pathétique. Hein. C'est pathétique, prononcé par un président. Oui, c'est vraiment pathétique. C'est vide de sens, mais ça a des conséquences quand même très lourdes. Mais le truc le plus lourd pour moi, c'était quand même de voir que lui qui fasse son show, même si c'est un peu stupide tout ça, admettons quoi. Enfin, j'exècre ça, mais bon, c'est comme ça quoi. Mais que le type derrière qui est le ministre soit en train de prendre des notes comme un gosse à l'école, euh, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible du tout. Ça veut dire que rien n'a été pensé, rien n'a été réfléchi, rien n'a été décidé que par cette personne. Mais il n'est pas, il n'est pas élu pour ça, et un gouvernement, ça sert à ça, et il y a une assemblée qui sert à ça. Quoi. Donc je pense que dans ce pays, il y a un vrai problème. L'assemblée n'a pas du tout assez de pouvoir. Le Sénat ne fait pas assez son contrôle, le Conseil constitutionnel n'est pas assez violent. Et la seule personne qui sert à rien en France, c'est le président de la République, quoi, en fait. Euh, et malheureusement, l'ordre est inversé. Il décide de tout, il donne des ordres à tout le monde, et tout le monde patine derrière à essayer de régler le truc, quoi. Et du coup, il y a un court-circuitage complet qui fait qu'on va directement presque sans intermédiaire. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font le travail, plein de gens essayent de faire le travail. Mais c'est une manière de faire qui élimine les intermédiaires. Et c'est la technique libérale, hein, d'éliminer les intermédiaires. C'est comme en commerce, pareil, hein, pour gagner de l'argent. Donc, et oui, ça. Et il fait ça, lui. En fait, il supprime tous les étages qui le relient au peuple. Comme un roi. Comme un roi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il parle directement au peuple et le peuple va directement lui répondre. Donc, il y a les gilets jaunes, par exemple.
mais ce n'est qu'un des exemples. Il y a les gilets jaunes, comme il y a eu les nuits debout avant, comme tout en fait. Hein. À chaque fois, c'est la totalité du peuple et l'homme d'État suprême, supérieur, qui pense que c'est lui qui fera tout, quoi. Il inventera tout viendra de lui, quoi, de sa volonté. Quoi. Et c'est extrêmement dangereux. De toute façon, cette constitution catastrophique, il est grand temps de changer. Quoi. Il faut changer quoi, de république. Là, il y a un problème de république là maintenant. C'est fait. Quoi. Il y a des règles premières qui devraient être appliquées de manière immédiate, sans discussion, désirées, j'imagine, et ça peut se faire dans un référendum par le peuple, comme l'impossibilité de se représenter à plus de temps de mandat, je sais pas quoi, 2 mandats à l'échelle d'une vie complète, interdiction de cumuler quelques mandats que ce soit, un nombre d'années électives total à l'échelle d'une vie de 10 ans, total maximum, c'est comme ça. Et des choses comme ça essentielles qui fait qu'on ne peut pas se Il y avait le RIC retrouver. d'ailleurs, que les Gilets jaunes demandent depuis très longtemps, le RIC. Hein. Bah, mais c'est une évidence, on devrait, mais en même temps, c'est un peu risqué parce que lui, il utilisera ça. Enfin, des gens comme ça, des autocrates peuvent l'utiliser. Donc, moi, là-dessus, j'ai toujours un doute là-dessus. Mais je pense que la limitation des mandats électifs et dans la quantité et dans la durée, ce serait déjà un coup très fort porté, je pense, pour porter à cette république et ça restituerait quand même un peu de démocratie, quoi. Euh, voilà. Et puis après aussi pour le vote, comme faciliter le vote pour les gens. Enfin, là, ils étaient prêts à passer à un vote électronique à cause du Covid, on est d'accord. Hein. Au nom de la santé, ah là, là, ouais, là, vote électronique. Mais au nom de la vie, de la démocratie, non, quoi. Vous posez toujours des questions là-dessus, c'est ça. Pour la liberté, c'est pas très important. Vaut mieux que tu te déplaces au sait, comme ça, on va te débarrasser de tous les feignants, les jeunes, machin. Ils vont pas vouloir y aller parce qu'ils auront fait la fête. Ils vont aller à la plage, ils vont se promener. Ils voteront pas. On est tranquille, on votera entre nous, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que si tu les laisses voter sur le téléphone, là, t'es cramé. Hein, ils vont voter. Hein. C'est ça le truc. Donc, la modernité ne les intéresse que dans la surveillance et la violence. Elle ne les intéresse pas quand elle produit toute forme de liberté. C'est toujours la même chose, quoi, hein, sur ça. Alors, dernière question, Jacques Allaire, on arrive à la fin de notre grand entretien. Quand est-ce qu'on vous revoit sur les planches? Rapidement, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une pièce en production, quelque chose là on Ouais. pourra aller vous voir sur les planches rapidement? Ouais, bah, moi, je vais jouer dans le prochain spectacle de Bruno Gélin qui s'appelle Feu, Fumée, Soufre, Édouard II, d'après Édouard II de Marleau. Et puis, je suis en train de préparer une nouvelle création qui s'appellera Avant de partir, que je vais construire à partir d'interviews de jeunes gens que je souhaite interviewer en Ukraine, au Maroc, et en Turquie, et peut-être aussi en Grèce, et pour leur poser, à des jeunes gens, hein, 14-17 ans, leur poser des questions qui concernent le territoire, l'appartenance, l'origine, l'héritage et le départ. Euh, et ces pays, pourquoi? Parce qu'ils sont dans des situations paradoxales et violentes, euh, et c'est lié à notre discussion, dans le désir ou l'impossibilité d'appartenir à un schéma dominateur violent, qui est le dominateur violent occidental de la construction européenne, c'est-à-dire de l'espace Schengen, euh, auquel finalement ils voudraient appartenir, mais on ne les laisse pas y aller. Et je voudrais comprendre comment, en appartenant à des territoires qui en sont complètement extérieurs, on a le désir d'appartenir à un territoire qui n'est qu'un territoire d'économie de marché, et qu'est-ce qu'on rejette de son propre territoire, de son propre héritage, et au bénéfice de quoi, ou pour acquérir quoi. Et je voudrais poser ça à des jeunes gens, parce que les adultes, je les vois faire, et pour comprendre ce qu'ils auraient euh, appris, dit, et aussi, avant que ça leur soit appris, qu'est-ce qu'ils pensent, puisqu'après, je le vois faire. Donc, je voudrais comprendre ça et persuader qu'à la fois on entendra de nous-mêmes quelque chose, et puis pour eux aussi, évidemment. Quoi. Voilà. C'est un spectacle qui se créera au mois de mai au Théâtre des Quartiers d'Ivry, en région parisienne, et qui devra venir aussi au Scène Croisée de Lozère, et puis qui se jouera au Maroc aussi. Et puis après, je ne sais pas, parce que le Covid a empêché une grande partie du travail. Bon, en tout cas, on vous souhaite que ces pièces se tiennent rapidement, qu'on puisse vous revoir sur les planches. On rappelle, hein, la liberté, pourquoi faire? N'hésitez pas à aller. Moi, il y a pas mal de vidéos qui tournent là-dessus. Mais Renseignez-vous il y a sur ce aussi, formidable. Ouais, c'est possible aussi de voir dans le même état d'esprit, enfin en tout cas pour ce ouais. que j'ai fait moi, hein, enfin, c'est toujours la même chose, hein, un autre spectacle qui s'appelle Les damnés de la Terre, Très spectacle beau que j'ai spectacle fait qu'on avait sur... d'ailleurs chroniqué sur Putsch. Ouais, Oui.
Très, très bon spectacle. Daniel Laterre, La liberté, pourquoi faire? Jacques Allaire, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, vous pouvez voir ça si vous voulez. Je pense que c'est des choses intéressantes, autant sur la question de la liberté, parce que Bernanos, il dit des choses absolument essentielles pour nous aujourd'hui. Et c'est très bon d'entendre ça, sachant que ça vient de loin déjà. Donc c'est un projet très long de l'humanité. Et puis les damnés de la Terre, si vous pouvez le voir, tant mieux, et lire Frantz Fanon, puisque c'est une des deuxièmes grandes questions accolées à la première, qui est celle de la colonisation, en sachant que quand on lit les écrits de Frantz Fanon, on comprend l'économie libérale en fait, puisqu'en fait c'est la même structuration qui est appliquée dans le racisme colonial que dans l'économie libérale. Alors voilà, tout ça, vous avez pas mal de lectures pour cet été juillet-août. Je pense qu'il y a pas mal de choses à aller creuser. Jacques Allaire, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Touch Live, merci beaucoup. On se retrouve avec plaisir. On se retrouve dans les prochains jours. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bye bye, Vive la démocratie. Salut. Bonsoir, merci. Ciao.